Bonjour et bienvenue sur cet enregistrement concernant le sport tout au long de la vie. Pour faire un peu connaissance, je vais vous présenter rapidement mon engagement passé et présent dans le domaine du sport. J'ai été athlète de haut niveau en patinage de vitesse et en patinage de vitesse short track. J'ai participé plusieurs fois aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. J'ai ensuite été entraîneur national dans cette discipline du patinage de vitesse short track et plus tard, expert biomécanicien, toujours en short track, mais auprès des équipes nationales du Canada pendant plus de 10 ans. J'ai été directeur de la formation à la Fédération française des sports de glace et au début de ma carrière, j'étais professeur d'éducation physique et pour être complet, en vérité, pendant mes études, mon option n'a pas été le patinage, mais l'escalade. Alors tout ça pour vous dire que le sport a toujours fait partie de ma vie, qu'il m'a apporté beaucoup de satisfaction, puisque j'en ai beaucoup fait, et que j'en fais encore, et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à le promouvoir via cet enregistrement. Dans cette première partie, je vais vous présenter un travail sur nous-mêmes, sur notre nature profonde, et vous proposer de passer d'une vision de l'être humain actif par nature à l'être humain à la recherche de l'équilibre à tout prix. Suite à cette étude qui va être assez fournie, je vais vous présenter des éléments complémentaires qui nous serviront dans le podcast numéro 2, où il s'agira de dynamique sportive, de fondamentaux et d'encadrement de qualité pour que chacun ait l'opportunité de se réaliser dans le sport qu'il a choisi et dont il a rêvé, car le sport peut enrichir notre vie, aujourd'hui, bien sûr, mais aussi dans la durée. Donc, attention, cette version 2022 est une proposition récente et originale qui s'inscrit dans les politiques publiques. Nous allons donc voir des extraits traitant de politiques publiques et notamment des éléments pris dans des rapports réalisés par des parlementaires et puis immédiatement amener des analyses justifiant un changement de paradigme, comme je vous l'ai dit en introduction, pour passer d'une vision de l'être humain actif par nature à l'être humain à la recherche de l'équilibre à tout prix. Donc 3 millions de pratiquants en plus, objectif 2024. Alors comment faire? Première question et première problématique, comment faire de la France une vraie nation sportive? Deuxième problématique, comment développer la pratique sportive tout au long de la vie? Ça, c'est notre sujet. Et en ayant quand même à l'esprit que le sport au service de la société, l'État s'engage autour de la candidature de Paris pour aujourd'hui et pour demain, présente une mesure numéro 3 qui est organiser la continuité entre sport scolaire, sport universitaire et sport fédéral. Donc une cohérence souhaitée dans l'organisation du sport. Alors, bien entendu, par cette idée de 3 millions de pratiquants en plus, il ne s'agit pas de créer une vague énorme de 3 millions de pratiquants qui va ensuite, blam, s'écraser sur la plage. Il s'agit d'inscrire des gens dans une dynamique sportive pour qu'ils puissent continuer le sport tout au long de leur vie, sur la durée. Alors, par rapport à ça, cette idée de sport tout au long de la vie, il y a des premiers freins. Nous allons donc les regarder ensemble. Manger, bouger. Mais comment inciter les gens à bouger? Comment sortir de ce hamac bien confortable? Première constatation, et vous allez la faire avec moi, si vous êtes assis depuis un petit moment de votre présentation, si vous avez en ce moment votre tête posée sur votre paume et votre coude aussi en appui sur la table, vous allez ressentir de la pression, vous allez ressentir que vous baignez bien 24 heures sur 24 dans un champ de pesanteur contraignant et que vous avez donc, et que nous avons donc, pas le choix d'être passif. Nous sommes bien actifs pour lutter contre ce champ de pesanteur. Vous vous battez contre la gravité sans aucun répit, mais nous allons le voir plus loin, sans surréagir. Vous vous tenez assis, vous faites peut-être un effort en ce moment pour vous tenir droit ou debout, sans vous effondrer. Alors, ça c'est sûr que nous sommes actifs dans notre statique, mais par rapport au mouvement, qu'est-ce qui va nous mettre en mouvement? Quels sont les véritables ressorts de l'action? Première réponse, donc en partant du premier paradigme que j'ai introduit tout à l'heure, l'être humain actif par nature, donc je suis actif par nature, et puisqu'agir ne dépend que de nous, donc, allez, bougeons-nous. Si nous partons d'une deuxième réponse, et que nous nous appuyons sur le paradigme de l'être humain à la recherche de l'équilibre à tout prix, qu'est-ce qui va nous mettre en mouvement? Le déséquilibre. Le déséquilibre dû à un manque ou à un trop-plein, et c'est ce déséquilibre qui va engendrer l'action. Et c'est ce deuxième choix
qui va occuper toute la première partie de notre présentation. Nous allons nous baser sur des principes scientifiques. Il ne s'agit pas ici de donner une opinion, mais de faire une analyse. Est-il si naturel de rester actif? Nous allons d'abord nous reposer sur la physiologie pour travailler sur notre paradigme et démontrer sa pertinence. Donc, je me répète, nous baignons bien 24 heures sur 24 dans un champ de pesanteur. Surréagir serait une course au renforcement musculaire sans fin. Et donc, il faudrait de plus en plus puissant, puisqu'il s'agirait de faire des muscles pour mieux résister à ce champ de pesanteur, donc manger plus pour fabriquer de plus en plus de muscles, et en conséquence être de plus en plus lourd, ce serait sans fin. Au contraire, nous nous sommes adaptés, en minimisant nos réactions sur le mode un minimum d'effort pour un maximum d'effet. Mais en fait, nous sommes-nous vraiment adaptés? Il se peut qu'il y ait une branche d'êtres humains qui ait surréagi, mais elle n'a pas pu survivre, elle a disparu. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément des personnes adaptées, mais la branche qui minimise ses réactions sur le mode un minimum d'effort pour un maximum d'effet. Voilà. Voyons donc d'autres arguments maintenant. Libérés de la contrainte, de la pesanteur, nos schémas d'action se modifient. Il y a des études de réaliser à ce sujet, des études scientifiques, nous allons nous en servir. Donc, si vous vous mettez dans la position de ce personnage, les bras pliés, les coudes le long du corps, essayons ensemble. Regardez, si je tends mon bras vers le côté, il y a une phase qui va être accélérée, puis ralentie, car je ne veux pas me casser le coude et je ne veux pas me casser l'épaule. Donc, tous nos mouvements ont cette caractéristique au quotidien. Je ne me lève jamais d'une chaise en terminant mon mouvement, en décollant au-dessus du sol. Je contrôle. Maintenant, tendez votre bras vers le haut. C'est pareil, il y a une phase d'accélération et une phase de ralentissement. Mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est un peu plus difficile de monter le bras vers le haut. Eh bien, ce que les chercheurs ont trouvé en testant des astronautes en microgravité, c'est que les deux schémas d'action devenaient en fait les mêmes au bout d'une dizaine de jours, parce qu'il n'y avait plus besoin de faire autant d'efforts que sur Terre pour monter le bras vers le haut. Donc le cerveau s'est adapté sur le mode un minimum d'effort pour un maximum d'effet pour obtenir ce résultat. Tendre le bras sur le côté ou vers le haut, même combat. Deuxième partie de cette analyse. Libérés de la contrainte de la pesanteur, nos corps se modifient. Là, ce n'est plus nos schémas, mais ce sont carrément nos corps. Lorsqu'on vit sans cette contrainte, il va y avoir donc des modifications. Là, c'est pareil. Nous en avons la preuve. Les pertes de masse musculaire et de densité osseuse des astronautes en microgravité sont très importantes. Les astronautes doivent faire des efforts physiques contraints pour essayer de maintenir leur musculature. Et quant à la densité osseuse, de toute façon, c'est très difficile de la conserver. Voyons cette taïkonaute, la première chinoise à avoir été dans l'espace. Lorsqu'elle revient sur Terre, eh bien, elle ne peut plus marcher. Elle a perdu la coordination naturelle motrice adaptée à la vie sur Terre, puisqu'elle était en microgravité et qu'elle n'avait pas les mêmes contraintes. Et cela vient de ce qui s'est passé pendant qu'elle était allégée de la pesanteur, alors que sa nature profonde, elle, n'a pas changé. En revenant sur Terre, elle est encore sur le mode un minimum d'effort pour un maximum d'effet, vécu en microgravité, avec les conséquences que nous pouvons mesurer. Maintenant, passons à la neurobiologie pour analyser ce paradigme. Pendant toute notre vie, le maintien des équilibres est la règle. On parle d'homéostasie, homéostasie génomique et homéostasie socio-culturelle. Le fait que nous parlions aujourd'hui de deux homéostasies est dû à des recherches d'un grand professeur universitaire et aussi écrivain qui a beaucoup publié de livres, monsieur Antonio Damasio. Et donc, nous allons nous servir de ces travaux pour donner une cohérence à la mise en action, puisque c'est notre sujet. Partons d'une citation d'un grand philosophe, Baruch Spinoza. Tout être vivant a en lui une intention de survivre. Il y a bien un désir de durer dans le corps et aussi de se reproduire. Cela semble logique. Si je n'ai pas une intention de survivre, il y a beaucoup de chances que je meure jeune et que je ne puisse pas me reproduire.
Donc en fait, si aucune de ces intentions n'existe, survivre et se reproduire, il n'y a aucune chance que ma branche continue après moi. Tous les mécanismes vitaux de l'organisme n'ont qu'un but, c'est ce que nous dit M. Antonio Damasio, celui de maintenir l'unité des conditions de la vie dans le milieu intérieur, et ce malgré les changements constants de l'environnement externe. Premier exemple, il commence à faire froid, je tremble. Pourquoi je tremble? Parce que je contracte des muscles, je dépense de l'énergie pour conserver ma température interne à 37 degrés. Il fait trop chaud, j'ai besoin de maintenir ma température à 37 degrés, alors je transpire. En transpirant, je crée une pellicule d'eau sur mon corps qui, en s'évaporant, va rafraîchir ma peau et mon corps tout entier. Autre exemple, quand vous faites une prise de sang, vous allez au laboratoire et puis, si vous n'êtes pas dans une fourchette étroite, eh bien vous vous dites « je suis malade, j'ai trop de ci ou trop de ça, ou j'en ai pas assez ». Vous vous rendez bien compte également, lorsque vous faites un effort, que votre respiration, votre ventilation doit augmenter, parce que le taux de gaz carbonique augmente dans le sang et qu'il faut le baisser. Donc pour le baisser, vous augmentez automatiquement votre fréquence ventilatoire. Par contre, là, si votre tension artérielle est trop élevée, au repos, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de prendre des médicaments pour maintenir la tension artérielle à un niveau qui ne va pas vous mettre en danger. Là, c'est votre autorégulation qui ne fonctionne pas en fait. Nous restons toujours dans cette idée de la recherche de l'équilibre à tout prix. Pour rester en vie, comme nous venons de le voir et comme nous venons d'en parler, il faut donc rester dans une fourchette de valeurs biologiques favorables. Et par un système de récompense, libération de substances chimiques délivrées par le cerveau, l'organisme se pousse lui-même à affiner cette valeur biologique. Nous sommes un tout, corps, cerveau, sont imbriqués, donc il faut bien parler d'organisme. Un petit exemple pour les sportifs que nous sommes. Si vous faites une longue sortie l'été et qu'il fait très chaud et que vous perdez beaucoup d'eau, en fait, vous allez être en manque d'eau. Il va falloir que vous vous hydratiez, donc vous rêvez peut-être d'un verre d'eau bien glacé, et quand vous le trouvez et que vous le buvez, vous vous dites: «C'est le meilleur verre d'eau que je n'ai jamais bu de ma vie». En fait, en dehors du contexte où il va falloir se réhydrater, un verre d'eau frais, bon, eh bien, c'est juste un verre d'eau frais. Vous n'allez pas vous dire: «C'est le meilleur que j'ai bu de ma vie». Mais là, vous vous récompensez. Ce verre d'eau fantastique, ça va vous pousser la prochaine fois que vous vous déshydratez à boire et donc ne pas vous mettre en danger parce que vous êtes en manque. Les résultats des actions suite à un stimulus sont donc renforcés par des récompenses, résultats positifs, ou par des punitions, actions à éviter. Si je me fais trop mal en faisant quelque chose, c'est sûr que je n'ai pas envie de recommencer. Donc il y a des actions qu'il va falloir éviter et cela va me permettre de rester en vie. Passons maintenant à l'homéostasie socioculturelle. Placés dans un groupe, les hommes développent une autre dynamique de survie, l'homéostasie socioculturelle. Nous étions dans le génomique et maintenant nous sommes donc dans le socioculturel. L'homéostasie de base, génomique, et l'homéostasie socioculturelle opèrent comme des conservatrices de la valeur biologique. Elles sont donc au service du même objectif, la survie. Par l'action, il est possible de régler un état de déséquilibre dans une société donnée, dans un contexte donné, comme le besoin, l'envie de pratiquer le sport qui me plaît. Ce sport me plaît parce que si nous voulons faire un lien un peu cavalier entre l'homéostasie génomique et l'homéostasie socioculturelle, cela pourrait être mes parents regardent la télévision, vont voir un match et ils sont en admiration devant un sportif ou une sportive qui est sur le terrain et moi je me dis mais et moi, mes parents qui m'aiment, est-ce qu'ils vont continuer à me nourrir? Alors peut-être que je vais être tenté de leur montrer que moi aussi je suis capable de le faire, mais d'une façon un peu moins caricaturale et plus positive. Imaginons que j'ai des amis qui pratiquent un sport, j'ai envie de le faire avec eux parce que c'est un besoin, c'est un manque. J'ai envie de rester dans mon groupe ou simplement j'ai vu quelqu'un faire des évolutions qui m'ont enchanté et je veux les faire moi aussi. Vous voyez, c'est vraiment par rapport à un contexte et à une culture que je vais être attiré pour pratiquer un sport qui me plaît. Pas le sport qui m'a été imposé, celui qui me plaît. Alors, une des caractéristiques de l'être humain par rapport à d'autres
êtres, par rapport aux animaux, c'est aussi sa conscience qui lui permet de se projeter. La conscience permet la planification et la délibération. Il est devenu possible d'envisager l'avenir et ainsi de suspendre ou d'inhiber des réponses automatiques voulues par l'homéostasie de base. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux rien. Par exemple, si je me promène dans la rue et qu'un pot de fleurs me tombe sur la tête, patatras. Soit je vais me mettre en boule, soit je vais faire un bond de côté et puis je vais me dire a posteriori, waouh, j'ai eu peur. Mais en fait, tout ce que j'ai fait pour rester en vie, me libérer de cette agression qui m'arrive de l'extérieur, je l'ai fait automatiquement. Je l'ai fait par réflexe. Je n'ai pas décidé. Par contre, grâce au fait que j'ai une conscience, je peux envisager l'avenir d'une autre façon. Et un mal immédiat peut être accepté en vue d'un bien futur. Au début, l'être humain, c'était le chasseur-cueilleur. Donc, il chassait ce qu'il y avait, il cueillait ce qu'il y avait. Puis après, il est devenu cultivateur. Il a planté des graines, en voyant bien que cette graine n'allait pas produire tout de suite. Il fallait être patient, il fallait attendre que cette graine donne un arbre, des fruits, ou bien que des plantes donnent des graines qui pourraient être consommées. Il a été capable de se projeter dans l'avenir. C'est sa force. C'est notre force intellectuelle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons envie d'avoir les choses tout de suite. Les choses arrivent facilement. Nous allons faire des courses pour obtenir des choses dont nous avons besoin. Nous pouvons aussi nous dire, se dire, les courses, c'est un peu loin. Allons dans un supermarché où nous allons tout trouver d'un coup. Ou peut-être que nous pourrions faire une commande et aller la chercher en voiture. Et pour finir, eh bien non, ce sont des gens qui vont les apporter chez nous, ces courses. Nous allons les commander par internet et ça va arriver directement. Donc notre société fait qu'aujourd'hui, nous avons un peu de mal à nous servir de nos capacités intellectuelles pour planifier et délibérer. Alors, est-il si naturel de rester actif à l'éclairage de ce que nous venons de voir? Donc en dehors des phases de déséquilibre, bouger n'a rien d'obligatoire puisque nous pouvons aller jusqu'à dire que cela n'a rien de naturel. Les gens inactifs ne sont pas des fainéants, c'est juste dans nos gènes. Et donc, cela ne sert à rien de les stigmatiser en leur disant ouais, vous ne faites rien, etc. Mais voilà, de quoi ai-je besoin en fait? Quel déséquilibre va me mettre en mouvement? Lorsque je vais à la piscine, je ne sais pas si vous vous rappelez vous-même de ces sensations quand nous faisons la planche. Nous sentons bien qu'il y a moins de contraintes. Oui, il y a moins de contraintes parce qu'il y a une force, la poussée d'Archimède, qui fait que la pesanteur a moins d'effet sur nous. Elle existe toujours, mais elle est contrebalancée par cette poussée d'Archimède. Donc vous vous sentez bien, vous vous sentez plus libre, moins contraint. Donc comme nous l'avons déjà dit il y a quelques minutes, survivre ne demande pas la même dépense d'énergie que par le passé. Le déficit d'activité physique vient du fait que tout est à portée de main. Plus besoin de se mettre en mouvement, même pour se ravitailler. Alors l'exception qui confirme la règle, ça tombe bien parce qu'il y en a une. Alors bien entendu, vous pourriez me dire, parce que vous vous en rappelez ou parce que vous avez des enfants ou que dans votre profession vous en voyez, il y a, il y a des exceptions. En général, les plus jeunes, avant d'être dans la phase de croissance rapide, c'est-à-dire quand ils prennent 15 centimètres d'un coup, possèdent un trop-plein d'énergie à dépenser. C'est une période de la vie où nous observons un besoin incontrôlé d'agir. Et là, l'effort physique que va faire ce jeune va contribuer à la rééquilibrer un état d'excitation, parfois via un défoulement peu structuré. Là, dans ces conditions, ce qui arrive malheureusement parfois, c'est que l'enfant jeune, il peut perturber un peu la classe, il peut perturber ses parents, parce qu'il est agité. Et donc, qu'allons-nous lui dire? Si tu continues à t'agiter comme ça, il n'y aura pas de récréation, ou il n'y aura pas de sortie. Et en fait, c'est la double peine, puisque l'enfant très jeune, quand il s'agite, quand il fait du sport, quand il fait une activité, que ce soit une activité sportive encadrée, ou même un défoulement, ensuite, que va-t-il faire? Il va dormir, parce qu'il a dépensé tout son trop-plein d'énergie. Et plus tard, lorsque l'adolescence arrive et qu'il ne s'agit plus de la même période de croissance, que les hormones vont jouer un autre rôle, et bien ce surplus d'énergie
il est utilisé ailleurs. Et nous nous disons: «Mais comment se fait-il que nos ados, ils ne veulent plus faire ce qu'ils faisaient jusque-là? À qui la faute?» Mais en fait, ce n'est pas un problème de faute, c'est un problème de besoin, de déséquilibre qui va me mettre en mouvement ou pas. Et s'il n'y a pas de surplus d'énergie, il n'y a pas de déséquilibre, donc pas de mouvement. Alors, pour récapituler, le ressort de la mise en action, le ressort, c'est le déséquilibre. Et là, on l'illustre par la répartition inégale de 3 balles qui viennent appuyer sur un levier. D'un côté, c'est 3 balles et de l'autre côté, une seule en face. Donc les causes, comme nous les avons vues, c'est le manque, le besoin primaire. Là, on est dans le cadre de l'homéostasie génomique. Voilà, j'ai faim, j'ai soif. Eh bien, si ce n'est pas sous la main, j'y vais. Je vais faire des courses, je vais chasser, je vais cueillir. Et puis, il y a aussi, en autre cause, le manque ressenti comme un désir dans un contexte social donné et qui est d'une toute autre nature. Là, nous sommes dans le cas de l'homéostasie socio-culturelle. Et là, on a une autre illustration. C'est donc, je veux devenir un skieur, mais je ne le suis pas. C'est ce qui va me mettre en mouvement. Je veux obtenir une médaille, mais je n'en ai pas. Donc là aussi, c'est ce qui va me mettre en mouvement. Et certains d'entre nous, ils veulent devenir président de la République, et ils ne le sont pas. Donc ils vont se mettre en mouvement jusqu'à ce qu'ils obtiennent le résultat qu'ils souhaitent. Et puis, dernière cause, le trop-plein d'énergie à dépenser, illustré par, à nouveau ce dessin. Et vous voyez, j'en profite pour vous montrer que cela peut être aussi des adultes qui sont en trop-plein d'énergie. Et que là aussi, et c'est net, c'est souvent très désordonné. Alors maintenant, et suite à ce résumé sur les moteurs de l'action, là on était vraiment dans les moteurs de l'action et dans le paradigme. Comme je vous le disais dans l'introduction, il y a d'autres conséquences à voir suite à l'étude que nous venons de faire. Pour commencer, nous allons parler de traitement de l'information et d'apprentissage avec des liens en termes d'homéostasie, soit génomique, soit socioculturelle. Donc, traiter l'information est vital, aussi bien pour survivre que pour vivre en société. Notre cerveau est plastique. Alors, le système nerveux de l'enfant possède une multitude de possibilités de connexions synaptiques qui vont disparaître en fonction de ce qui va être utilisé. Si je ne l'utilise pas, si je ne m'en sers pas, eh bien cela va disparaître. Donc, il vaut mieux commencer jeune à faire du sport et surtout apprendre les gestes justes. Les adultes disposent de référentiels plus flexibles, plus fixés, pardon, et moins flexibles que les enfants. En fait, parce que la plasticité a diminué alors que les automatismes se sont installés. Les automatismes, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce qui vous permet de passer d'un mouvement que vous ne savez pas faire et qui nécessite beaucoup d'attention et d'énergie à ce même mouvement acquis et automatisé qui va vous servir de base pour travailler sur un mouvement plus complexe. Par exemple, si vous réfléchissez là maintenant tout de suite à la façon dont vous faites un lacet de chaussures. Réfléchissez-y pour vous et expliquez-le-moi. En fait, non, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas me l'expliquer, mais bon, nous aurions pu. Bon. Vous allez vous rendre compte que c'est compliqué. Vous allez vous dire, en fait, ça paraît super simple, mais quand j'essaie d'y penser, je ne vois pas trop ce que je fais. Et même quand je me dis, en fait, je fais comme ça, et bien quand j'essaie, ce n'est pas ça que je fais. Donc, l'avantage des automatismes, c'est que des tâches vont être facilitées et que cela va nous aider à aller plus loin, mais en même temps, vous n'avez plus conscience de ce que vous faites. Et le danger, quand je parle d'apprendre les gestes justes, le danger, c'est que les automatismes que vous avez appris ne soient pas les bons pour aller plus loin. Et même si ce sont les bons pour aller plus loin, les automatismes, ils s'effritent. Nous retrouvons à nouveau cette idée du minimum d'effort
pour le maximum d'effet. Et comme les automatismes s'effritent, même le plus grand champion, lorsqu'il perd un mouvement qu'il savait parfaitement faire, il a énormément de mal à le retrouver. Il a besoin d'aide, et d'une aide de spécialistes pour le réapprendre. L'exemple du pianiste qui va toujours faire des gammes et le chanteur des vocalises est exactement du même ordre. S'il ne garde pas les bases, les fondamentaux, cela va être un gros problème par la suite. Autre conséquence, donc on va revenir faire un petit retour sur l'homéostasie génomique. La configuration de base des circuits cérébraux est dictée par le génome. Il existe chez les êtres vivants des schémas moteurs précablés au service de la survie. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est ça. Il tombe quelque chose, il tombe une pierre sur votre tête, eh bien, il y a des schémas moteurs précablés, et heureusement, qui vont vous permettre soit de vous mettre en boule, soit de vous enfuir, et vous n'allez pas vous dire comment je fais, vous allez le faire. Si le poulain se lève et court dans ses premières heures, l'être humain devra attendre plus longtemps pour profiter de ses capacités motrices innées à saisir, ramper, s'asseoir, marcher, courir, sauter, grimper. Combiner des mouvements et les affiner en élaguant, renforçant ou affaiblissant certaines liaisons. D'où l'importance de la pratique. Donc, tout comme le poulain, un enfant ne marche que quand il est prêt. Il ne peut pas marcher avant, même si tout est déjà en place. Il y a un moment où il va pouvoir marcher. Vouloir le forcer avant, ça ne sert à rien. C'est juste impossible. Même si en sortant du ventre de sa mère, il a été capable, en entourant ses doigts autour de nos index, par exemple, de mimer un mouvement de marche précablé. Donc, la capacité à marcher dépend essentiellement de la maturation du cerveau, même si l'environnement joue un rôle important. C'est dicté par le génome, ça va prendre du temps. Donc, avec cet éclairage, nous savons que nous avons des réflexes innés et que l'inconscient génomique est une des forces cachées avec laquelle la délibération consciente doit se battre. Les premiers savoir-faire, comme ceux de la marche, induisent des comportements prioritaires dont nous n'avons pas conscience et avec lesquels il est difficile de lutter. Un petit exemple à ce sujet, la première fois que vous allez sur la glace, enfin je vais parler du sport que j'ai le plus pratiqué, vous allez marcher. Et si je vous donne une chaise à pousser ou un objet à pousser, eh bien, vous allez continuer à marcher. Vous allez marcher toute votre vie. Vous ne saurez jamais patiner. Parce que le patinage, ce n'est pas un schéma précablé. Il va falloir pousser sur le côté pour avancer vers l'avant. Ce n'est pas naturel. Si vous voulez aussi apprendre à nager et que vous pensez que vous allez pouvoir courir au fond de la piscine ou laisser traîner vos jambes vers le bas, jamais de votre vie, vous ne saurez nager. Ce sera d'autant plus difficile que vous aurez appris à aller dans l'eau avec des bouées autour des bras, autour de la taille. Et heureusement, aujourd'hui, les anses aquatiques ne vous amènent pas à apprendre à nager comme ça. Nous sommes vraiment sur des fondamentaux. Alors, puisque nous avons parlé des anses aquatiques, de fondamentaux techniques, fondamentaux aussi au niveau du patinage, je voudrais attirer votre attention sur des choses qu'il ne faut pas confondre. Attention, compétences, savoir-faire en situation et fondamentaux techniques dans une discipline, ce n'est pas la même chose. Je vais vous donner comme exemple la rotation sur soi-même. Imaginez, on va essayer de voir ça, de le voir. Je vais préparer une rotation, c'est-à-dire que je vais emmagasiner du potentiel de rotation par dissociation haut et bas du corps. Là, pour l'instant, je suis assis, mais j'ai bien les pieds au sol. C'est-à-dire que je vais tourner mes épaules alors que mes pieds sont bien ancrés au sol. Puis, je vais restituer ce potentiel pendant que je vais pousser sur mes jambes et serrer mes bras près du corps pour tourner plus vite. D'une façon imagée, je vais engager une rotation sur moi-même avec l'aide de mes épaules. Mais en fait, si je suis patineur, je ne peux pas utiliser cette méthode pour enclencher la rotation. Car il va y avoir un effet de rotation parasite dans un autre plan qui va me faire échouer.
Sur la glace, en fait, la rotation va être initiée par un blocage. Puisque j'ai de la vitesse, si je bloque une partie de mon corps, cette partie va donc s'arrêter pendant que l'autre va continuer. Et c'est ça qui va me faire tourner. Donc, je vais arrêter de partager mon écran pour l'instant et je vais vous présenter 2 petites vidéos. Bien. Alors, c'est une vidéo qui va vous montrer que même sans bras et sans jambes, un objet peut être susceptible de se mettre à tourner sur lui-même. Vous voyez ce véhicule, c'est un petit peu violent comme image, mais ça illustre bien le propos. Ce véhicule, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, et il va se trouver d'un seul coup arrêté par un obstacle. Il va entrer en collision, puisqu'une partie du véhicule va s'arrêter, pendant que le reste va continuer. Je le lance. Voilà, on le regarde à nouveau, vous voyez, il y a une partie qui s'arrête, une partie qui continue, et donc il se met à tourner, virevolter sur lui-même. Je vais vous présenter une autre vidéo, cette fois, celle d'un patineur artistique. Alors, l'action se fait, l'appel, donc ça va se faire sur une jambe. Il y a donc un blocage, et je vais vous montrer ça. Alors, bien entendu, il est possible de faire des sauts en patinage, chaussée de patins artistique à l'arrêt, mais après, il y a des athlètes qui font leur carrière avec cette technique et qui se disent: «Mais comment ça se fait-il? Je n'ai jamais été champion, j'ai toujours été mal noté. Pourquoi les juges n'ont-ils pas apprécié mes sauts et mes difficultés?» etc. Simplement parce qu'en fait, le patinage, c'est un enchaînement d'une prise d'élan avec de la vitesse qui va permettre de faire un saut en hauteur, mais aussi en longueur, c'est-à-dire avec beaucoup d'amplitude. Si j'arrive avec 0 vitesse, je saute sur place. Si j'arrive avec de la vitesse, je vais avoir de la longueur dans mon saut. Donc on va regarder ce patineur. Alors en fait, il est déjà, lui, l'image en fait est au ralenti, donc il arrive plus vite que ça. On le voit, il bloque, la jambe droite continue, triple axel, il bloque, piqué, triple boucle, piqué. On va regarder au ralenti, vous voyez, sa lame gauche, blocage, hop, continue, rotation, et de la même façon ici, on n'a pas le deuxième saut, je vais aller, hop, on le revoit, blocage. Voilà. C'est vraiment très, très important dans l'idée du sport, la spécialisation. Parce que la capacité à progresser tout au long de sa vie, c'est aussi parce que j'ai appris les bons fondamentaux. Faire du sport et stagner, ce n'est pas intéressant. Maintenant, nous allons repasser à un autre aspect, c'est la théorie dynamique. Alors, ce qui est intéressant dans la théorie dynamique, là aussi, c'est parce que ça a des choses qui se recoupent et ça nous donne plus de poids dans notre réflexion. Des caractéristiques essentielles du comportement résultent de processus d'auto-organisation. Alors, voyons ce que ça veut dire. Donc, selon cette théorie, tous les systèmes chaotiques possèdent des formations préférentielles appelées attracteurs étranges. Donc, un individu tend à adopter, sous l'influence des contraintes auxquelles il est exposé, un certain type de comportement que l'on peut qualifier de naturel, spontané ou préférentiel. Donc là, je vais prendre un exemple parce qu'autrement, je vais vous perdre. Mettons un cheval sur un tapis roulant. De 0 jusqu'à une certaine vitesse, il va marcher. Si le tapis roulant accélère à une certaine vitesse et toujours à la même vitesse, il va se mettre à trotter. Et ensuite, lorsque le tapis roulant va aller encore plus vite, il va se mettre à galoper et toujours à partir de la même vitesse. C'est complètement automatique. Des mouvements qui demandent une coordination extrêmement précise basculent instantanément d'une façon de faire à une autre et toujours pour un même cheval, exactement aux mêmes vitesses. Alors qu'il y a des centaines, des milliers de neurones à activer, de choses à régler, voilà, ça se fait, bam, d'un coup. Donc, ce qui nous intéresse et puis qui nous intéressera aussi dans le podcast numéro 2, pour les tenants de cette théorie, il existe 2 catégories d'apprentissage. Ceux qui visent à optimiser une coordination spontanée, par exemple la marche ou la course. Voilà, je sais déjà le faire, c'est pré-câblé. Et puis,
Ceux qui renvoient à l'acquisition d'une coordination non naturelle, par exemple le patinage efficace, nous en avons déjà parlé, il est possible de se déplacer sur la glace sans vraiment patiner. Quand j'étais à la Fédération française des sports de glace, et c'est pas très gentil, nous parlions des 3 millions de tours en rond, des séances publiques. Parmi les gens qui vont sur la glace, très peu patinent, mais c'est parce que personne ne leur a appris. Un autre exemple de coordination non naturelle, la natation. Ce n'est pas naturel de se mettre la tête dans l'eau, de s'allonger sur l'eau, de flotter et de l'accepter. Car en plus, dans la natation, il y a des craintes très ancrées qui se manifestent. Voilà. Donc, fin de la première partie. Je vais donc faire un résumé rapide. Donc, en vous présentant cette diapositive. Donc, je vous présente alors le premier paradigme dont on a un peu parlé, c'est l'être humain actif par nature, le moteur de l'action. Agir dépend de nous, et puis nous pourrions le développer individuellement. La pratique sportive permet de rester en santé, et pour ça, il n'y a pas de doute. Nous l'avons vu, nous le savons, puisque c'est délétère de ne rien faire. Un minimum d'effort pour un maximum d'effet, pas d'effort, plus de muscles. Puis collectivement, la pratique sportive permet de diminuer les dépenses de santé. Cela aussi, cela a été prouvé par des études de chercheurs. Alors bien sûr, et c'est là que c'est un peu dérangeant, nous savons que le sport peut être traumatique. Mais même s'il est traumatique, de toute façon, il y a toujours un avantage à en faire. Et ce sera sans doute l'objet d'un troisième podcast où on débattra sur l'idée sport-outil ou sport matière éducative, objet d'enseignement. Ensuite, et c'était la réflexion de tout à l'heure, quand on nous dit agir dépend de nous, pourquoi des enfants en déséquilibre de trop plein d'énergie perdent ensuite leur goût à entreprendre? Pourquoi les petits-enfants qui couraient dans tous les sens, devenus adolescents, ne font plus rien? Alors par contre là, nous avons vu que nous avions une solution, sous l'éclairage de l'autre paradigme, de l'être humain à la recherche de l'équilibre à tout prix. Nous savons que le moteur de l'action, c'est le manque ou le trop-plein d'énergie qui va créer le déséquilibre, et le déséquilibre qui va engendrer l'action. Et là, nous pouvons parler de la dynamique sportive en avant-première de deuxième partie. Le sport, phénomène socio-culturel à l'origine d'un manque, ressenti comme un besoin dans un contexte donné, ce que je veux et que je n'ai pas. Nous l'avons bien développé jusqu'ici. Et en essayant de le développer un peu plus, un manque sociétal ressenti comme un besoin, pratiquer le sport dont on rêve, et de la nécessité d'acquérir les fondamentaux techniques, la base, les incontournables, pour pouvoir s'inscrire dans une dynamique sportive sans limite potentielle de progression causée par des erreurs dans la formation initiale, et ainsi persévérer dans la pratique d'un sport tout au long de la vie. Et donc, pour que tout cela soit possible, et nous en reparlerons, avoir trouvé en amont le soutien nécessaire auprès de spécialistes disciplinaires formés à cette approche. Ça va être d'une importance capitale. Et puis aussi, l'intérêt de ce paradigme, pas de stigmatisation. Et ça, c'est vraiment différent. Les gens ne sont pas des fainéants, mais de l'aide de qualité. Transformer un rêve, car nous avons tous des rêves, en impossible. Le sport peut enrichir la vie des gens, notre vie. Il ne s'agit pas que de réduire le risque de maladie, mais de renforcer l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle. Et là, on est gagnant-gagnant, car nous savons, l'inactivité, le manque de contraintes, c'est délétère. Voilà, cet enregistrement est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous pour le podcast numéro 2, qui va traiter donc de la dynamique sportive. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention et à bientôt, j'espère.